Messieurs, dames, bonjour, bienvenue au Mémorial de la Shoah dans cet auditorium pour à l'occasion des Journées du patrimoine. Chaque année, nous essayons de mettre en avant une partie de nos collections, puisque c'est le but des Journées du patrimoine. Et cette année, après plusieurs hésitations, finalement, mes collègues du Centre de documentation, et en particulier Karen Tayeb, ont voulu mettre cette journée sous le signe des journaux intimes. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps avant de venir ici à l'auditorium, de passer voir l'exposition qui est à l'entresol au-dessus de la librairie, donc qui permet de voir, c'est assez rare puisqu'elles ne les sortent pas très souvent, une partie de la collection, je dis bien une partie parce qu'il y en a de nombreux autres, de la collection des journaux intimes qui sont conservés au Mémorial de la Shoah, dont certains sont extrêmement connus, ont été publiés en plusieurs langues. Je pense évidemment au journal d'Hélène Baird, et merci Mariette d'être parmi nous aujourd'hui. Et d'autres sont moins connus, mais c'est une occasion en tous les cas de les voir. Alors pour en savoir plus sur ces journaux, il y a des historiennes se sont mis en quête de travailler sur ces journaux. Et c'est ensemble avec Marie Moutier-Bitan, Sarah Groska, que nous avons décidé aujourd'hui de consacrer une partie de cette table ronde à une collection, je dirais, vraiment exceptionnelle de journaux intimes qui ont été confiés au Mémorial de la Shoah par M. Gilles Valmont et qui sont les journaux de sa famille. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que ce n'est pas moi la spécialiste et que je vais laisser nos intervenants vous en dire plus. Donc ça sera la première partie de la journée. Et puis en deuxième partie de la journée, dans cette collection, il y a un journal. Alors c'est pas vraiment un journal intime, mais c'est un journal tout à fait exceptionnel que nous avons montré d'ailleurs dans des expositions, qui est le journal de Chaban. Et le journal de Chaban a eu l'honneur, et c'est tout un honneur à la formidable collection que nous conservons ici, d'entrer cette année au patrimoine mondial de l'UNESCO à travers toute une collection de documents conservés dans le monde et qui sont plutôt des lettres d'enfants ou des journaux qui concernent les enfants. Donc pour vous parler du journal de Chaban, qui est un document exceptionnel qui raconte d'abord où il y a des écrits d'adultes, des écrits d'enfants, mais aussi des photographies, des dessins. Nous aurons 2 temps, une conférence à 16h de Cathy Hazan, puis un film qui a été réalisé il y a quelques années et dans lequel on a la chance de pouvoir voir des acteurs de cet épisode du sauvetage des enfants. Et je crois même que dans la salle, il y aura encore une enfant qui est passée par la maison de Chaban. Voilà, donc ça c'est pour l'après-midi. Alors je vais laisser la parole à Judith Lioncan, qui a accepté de coordonner cette table ronde, puisqu'elle connaît bien les travaux qui sont menés. Elle connaît bien le mémorial, évidemment. Et puis, c'est aussi un de ses sujets d'études. Donc, Judith Lioncan est directrice des études à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est spécialiste de l'histoire de la littérature et aussi de l'historiographie de la Shoah, de la littérature de la Shoah. Donc, elle a, parmi toutes tes publications, vos publications, Judith, je voudrais quand même en citer une qui me tenait particulièrement à cœur et à une de mes collègues, Livia Parnès, avec qui vous l'aviez traduit et publié. C'est le journal de Janina Echeles. Donc ça rentre un petit peu dans de ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est un journal que nous ne conservons pas. Il est conservé en Israël au musée des combattants du ghetto. Et c'est un journal donc, que Judith Lioncan a traduit et a fait un appareil critique aussi, et que si vous le voulez, vous pourrez le trouver à la librairie du Mémorial tout à l'heure. Je te laisse la parole. Oui, pardon. Merci beaucoup, Sophie, de cet accueil. Alors, je n'ai pas traduit le journal de Janina Echeles, car je ne suis pas capable de traduire un texte du polonais vers le français. C'est Agnieszka Żuk
qui l'a fait. Mais par contre, on avait bien fait l'édition avec Livia Parnes. On pourra revenir sur ce texte, qui n'est pas absolument un journal, mais ça fait partie des choses intéressantes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse que les Journées du patrimoine permettent de parler et de porter à la connaissance du public le fond des journaux personnels conservés dans les archives du Mémorial de la Shoah. Je dis tout de suite journaux personnels plutôt que journaux intimes, parce que la part intime de ces journaux est très très variable. On en reparlera sans doute. Certains sont en effet tout à fait intimes et d'autres sont, comme on dit parfois dans un jargon tout à fait universitaire, plus extimes. C'est-à-dire qu'ils parlent de ce qui se passe autour. Alors les deux sont toujours mêlés, plus ou moins, mais on préfère d'utiliser le terme journal personnel pour dire simplement que ce sont des journaux écrits à la première personne, quel que soit le contenu intime. Le journal d'Hélène Baird, puisque Marianne est en face de moi, est un journal largement intime, mais pas seulement. Alors c'est l'occasion de voir certains des journaux qui sont des traces évidemment très, très précieuses et en tant que telles, en tant qu'objet extrêmement émouvantes. C'est l'occasion de voir les manuscrits de textes qui sont bien connus, comme le journal d'Hélène Baird, et d'en découvrir certains, donc qui sont beaucoup moins connus ou tout à fait inconnus du public, comme ceux de la famille Wormser-Valmont, dont il va être question dans quelques instants. Je dois dire que lorsque nous travaillons sur ces journaux, comme Sarah Gruszka, qui est ici et qui a on en reparlera tout à l'heure, une intimité pour le coup et une connaissance de l'écriture des journaux personnels qui est tout à fait incomparable, ou Marie Moutier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vous salue. Quand on travaille sur ces journaux, quand on les regarde, quand on les manipule, quand on les lit, bien sûr, quand on les étudie, chacun ouvre sur un monde, le monde d'un individu ou d'un groupe d'individus percutés par la violence de la Shoah, la violence par la persécution, par la nécessité de fuir, de se cacher, de survivre. Certains de ces journaux sont tenus dans des cachettes. Il y a des journaux tenus dans les camps, notamment à Drancy, en prison, ou simplement chez soi, parfois en attendant que l'arrestation arrive. Et chacun de ces journaux témoigne d'une histoire personnelle, mais qui est aussi l'histoire de la Shoah. Certains de ces journaux ont survécu à leurs auteurs, qui sont morts pendant la Shoah. Ce sont en quelque sorte des écrits survivants, comme c'est le cas du journal d'Hélène Baird. D'autres ont survécu avec leurs auteurs, et leurs destinées sont très variées, et on va parler de ça aussi. Certains ont été pieusement conservés, d'autres se sont perdus, d'autres encore ont été oubliés dans des valises, dans des greniers, dans des tas de papiers, et finissent par ressurgir selon des trajectoires qui parfois sont tout à fait étonnantes. Certains, et on va en reparler avec Karen Tayeb, nous arrivent anonymes. On ne sait presque rien ou rien du tout de leurs auteurs. Et c'est évidemment le travail des archivistes et des historiens que d'essayer de documenter cette absence. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous donc Karen Tayeb, qui est l'archiviste du Mémorial de la Shoah, qui collecte, reçoit et conserve toutes sortes de documents, dont des journaux, et qui va nous parler de ces fonds et du travail qu'elle fait avec ces fonds. Gilles Valmont, donc, bonjour. Vous êtes le donateur d'un ensemble de documents exceptionnels, qui est une sorte, on va en parler, de journal familial, ou, si on peut dire autrement, de réseau familial de journaux. Voilà. Puisque vous avez donné à la fois les journaux de votre père et de votre mère, Jacques et Janine Wormser, et de votre grand-mère, Inès, mais il y a aussi d'autres personnes qui interviennent dans ce trio. Et puis donc, nous allons discuter avec l'historienne Sarah Gruszka, qui, avec Marie Moutier-Bitan, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, travaille depuis plus de 2 ans sur les journaux conservés au Mémorial, dans le cadre d'un projet important, d'envergure, auquel je participe d'ailleurs aussi, à disons moins, mais aussi, qui s'appelle donc H Diaries, donc H pour Holocaust, les journaux de la Shoah.
dont le mémorial est partenaire, qui est un projet franco-allemand, qui est mené donc par une équipe franco-allemande et qui vise à inventorier et à décrire les journaux personnels de la Shoah conservés dans les fonds d'archives européens, américains, israéliens, etc. Car, et je terminerai là-dessus cette introduction, il y a une sorte de paradoxe dans la connaissance. Tout le monde connaît le journal d'Anne Frank. C'est même très souvent la première entrée que l'on peut avoir comme enfant ou comme adolescent dans l'histoire de la persécution et l'histoire de la Shoah. Presque tout le monde connaît le journal d'Ellenberg, tout le monde devrait connaître le journal d'Ellenberg. Donc, je veux dire, il y a des journaux célèbres dont la lecture nous bouleverse parce qu'elle nous conduit au plus près de l'expérience vécue dans ces années-là. Mais au fond, comme historien, comme historienne, on connaît très mal l'ensemble des documents qui est conservé. Et par ailleurs, les historiens ne savent pas toujours quoi faire avec ces documents qui sont très personnels, très subjectifs, très intimes parfois. Alors on va parler de tout cela pendant les minutes qui viennent. Et je vais donc commencer par donner la parole à Karen Tayeb qui va nous présenter un peu donc, le travail qu'elle fait comme archiviste et notamment la part qui est liée aux journaux intimes ou personnels dans les collections. Merci beaucoup, Karen. Merci, Judith. Merci à tous d'être assez nombreux venus nous voir cet après-midi pluvieuse des Journées du patrimoine. Donc, comme on vous l'a dit, je vais effectivement répéter sans doute différemment un certain nombre de choses déjà énoncées par Judith ou par mes collègues, mais on répète, c'est pas grave. Donc, nous avons fait le choix effectivement de sortir cette année de nos collections des réserves du Mémorial de la Shoah quelques-uns des journaux intimes que nous conservons. Alors, journaux intimes, journaux personnels, je te rejoins absolument tout à fait sur ce point, mais pour faire court, voilà. Ces journaux, on les connaît précieux, extrêmement précieux. On connaît leurs spécificités. Nous, on en a conscience depuis des années. Le journal intime, le journal personnel, c'est le document d'archives vraiment par excellence. Il est à la fois emblématique du document d'archives en ce sens qu'il est unique, il est manuscrit, et il est donc intime ou personnel, donc à même peut-être de livrer des secrets. Vous le verrez ou vous irez voir l'exposition qui se trouve juste au-dessus à l'entresol. Vraiment, je vous invite à aller les voir, ces documents. Tous ne répondent pas à la caractéristique du journal intime, mais ça, là encore, tu l'as dit, Judith. Certains sont des journaux, ils sont quotidiens, certes, mais pas très intimes, voire pas intimes du tout. Leurs auteurs s'attachant surtout à consigner les événements pour ne pas les oublier, avec une prise de conscience plus ou moins forte du moment qu'ils vivent, de l'importance du moment qu'ils vivent. Le journal personnel, le journal intime, ça fait souvent fantasmer. Alors, ça fait fantasmer les lecteurs, hein, ça fait fantasmer parfois les historiens, parfois les éditeurs aussi, qui viennent nous voir en nous disant « Vous n'avez pas un journal intime qu'on pourrait publier ?» Bon, alors il est vrai, on l'a déjà dit, que certains parmi les journaux ont acquis une célébrité qui dépasse les murs du mémorial, les frontières, le journal d'Anne Frank, le journal d'Ellenberg. Effectivement, tout le monde n'a pas lu, mais ça viendra un jour, qui a été publié, republié, même traduit dans 27 pays, c'est quand même pas rien. Mais même si ces journaux, le journal en l'occurrence, n'est pas d'une qualité littéraire extraordinaire, et c'est souvent le cas finalement, ou même qu'il donne peu d'informations historiques sur ce que vit le diariste, il reste que c'est un document unique et qui peut faire l'objet d'une lecture ou d'une étude en soi. Mais, et c'est intéressant, le travail qui a été initié par les historiennes Sarah Grushka et Marie Moutier sur ce projet dont tu as parlé, Holocaust Diaries, c'est que l'étude en nombre de ces documents va faire émerger d'autres possibilités. Alors, c'est vrai qu'au Mémorial, on a une certaine frénésie à collecter les documents d'archives privées, personnels. Voilà. On sollicite toutes les personnes qui viennent nous voir en disant « Mais vous avez peut-être des documents, on va aller les chercher en province, on va appeler les gens, on fait un travail un peu de détective privé. » Et du coup, effectivement, on enrichit les collections. Et dans ces collections, de temps en temps, il y a des journaux. Donc, lorsque les historiennes sont venues me rencontrer pour m'exposer leur projet de recherche universitaire, donc très sérieux,
J'avais établi moi-même une petite liste toute seule dans mon coin. Et cette liste a effectivement trouvé une utilité. Alors quand je dis j'ai établi une liste privée toute seule dans mon coin, c'est parce que, donc, encore une fois, on connaît l'intérêt et la spécificité de ces journaux, mais on n'est pas en capacité, de toute façon c'est un non-sens archivistique, de créer une collection de journaux tout seul, isolé du reste. Comme on vous l'a dit, il y a un journal, mais parfois il y a des dizaines de lettres, des documents administratifs, des témoignages, etc. Il y a tout un ensemble de papiers familiaux qui vont avec et qui permettent parfois de combler les lacunes du journal, ce que le journal ne dit pas, parfois expliquer un certain nombre de choses. C'est le cas, bon, je ne peux pas que parler du journal d'Hélène Maire, mais prenez Schatzmann, prenez Henri Jacob, c'est exactement la même chose. Donc on ne peut pas isoler les journaux, les sortir de leur contexte ou du reste des archives et créer une collection ad hoc. Donc il fallait, au sein des archives individuelles, personnelles, familiales que l'on conserve, noter qu'il existe dans tel fonds un journal ou quelques feuillets, parce qu'un journal, parfois, c'est un terme un petit peu ambitieux. Donc cette liste que j'avais établie, des journaux, des carnets, etc., dont certains finalement ne sont pas des journaux personnels, ça c'est aussi une découverte qu'on a faite, je l'ai transmise aux historiennes, et elles y travaillent effectivement depuis 2 ans. Les journaux qui sont présentés là-haut dans l'exposition, on les a choisis d'abord parce que c'était des originaux. Or, il y a beaucoup de familles qui nous remettent les copies des journaux qu'ils ont pu conserver. Ça, c'est tout à fait entendable. C'est intéressant pour l'étude, mais en termes de présentation pour les journées du patrimoine, ça marchait moins. Donc là, uniquement les journaux originaux. Et on les a choisis pour illustrer la diversité des auteurs, des formes, des supports, des langues. Et donner un petit peu un aperçu de ce type de documents. C'est vraiment pas anodin pour un donateur de documents de nous confier ses archives personnelles. Ça l'est encore moins quand il s'agit de nous confier de la correspondance intrafamiliale, souvent, et encore moins quand il y a des journaux personnels à l'intérieur. Parce que quoi de plus privé que ce que l'on écrit pour soi, de temps en temps pour d'autres. Tous ne sont pas prêts à les donner à lire au public. Et si certaines familles ont bien conscience de l'importance historique du document, souvent liée au sort de l'auteur du journal, effectivement, s'il a été interné ou qu'il a été ensuite déporté et n'est pas revenu, ou encore une enfant cachée qui raconte son quotidien, tous ces journaux, je vous l'ai dit, n'ont pas le même intérêt historique, et toutes les familles n'ont pas non plus le même regard sur le contenu du journal. Et ça, c'est également un point à remarquer. Donc nous avons effectivement la chance aujourd'hui d'avoir Gilles Valmont à nos côtés, qui nous a donné les journaux écrits par plusieurs membres de sa famille, son père, sa mère, sa grand-mère. Alors Monsieur Valmont nous a donné ses carnets, journaux, encore aujourd'hui d'ailleurs, je vous le montre ici, puisqu'il en manquait un dans la collection. Mais avant cela, et avant de nous les donner, il a pris soin de les retranscrire et de les contextualiser. Et il a même fait un index, j'allais dire un who's who, un qui est qui, des personnes qui sont citées et qui interviennent dans les journaux. Alors, ce n'est pas le cas à chaque fois qu'on reçoit des documents, et vraiment, quand ça arrive, ça mérite d'être salué. Donc, merci, Monsieur Valmont, pour cet énorme travail, parce que vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Les journaux Wormser sont bien entendu présentés dans l'exposition. Donc, bien entendu, parmi nous, Mariette Job, qui nous a fait don du journal d'Hélène Maire, qui est exceptionnellement, là encore, présenté en original aujourd'hui, donc si vous voulez ensuite échanger. Et Judith, elle-même, nous a remis alors une copie, certes, donc le document n'est pas exposé là-haut, une copie du journal. J'y viendrai. Une copie du journal de son grand-père. Voilà, donc pour chaque journal, c'est vrai, l'histoire est tout à fait différente. Les travaux menés par les historiens, mais aussi par les linguistes, les psychologues, les sociologues, les géographes parfois, permettent de faire évoluer notre connaissance et notre perception de ces documents. Ce n'est pas toujours l'histoire avec un grand H ou des histoires personnelles, des tranches de vie individuelles. C'est vraiment... je voulais signaler que dans les travaux, le séminaire L'Histoire en jeu que vous animez à l'EHESS,
il y a une restitution à laquelle j'ai assisté des travaux des étudiants qui ont travaillé cette année sur les journaux remis par M. Valmont. Et bien que je connaisse les journaux et bien que je connaisse l'histoire, etc., j'ai quand même découvert des choses de ce qu'on pouvait faire en étudiant ces journaux que je n'aurais, moi, pas du tout pensé à faire. Mais ça, vous en parlerez, je pense, ensuite. Voilà, il y a des journaux informatifs, des journaux documentaires qui sont truffés de coupures de presse et de citations. On en présente quelques-uns. Et puis ceux qui sont à l'opposé, vides de tout ce qui est autour du diariste, qui n'écrit que pour lui ou qui écrit pour celui qui n'est pas là. C'est le cas du journal de Élie Haïk, par exemple. Il y a aussi ceux qui écrivent en ayant conscience de la nécessité de laisser trace, de laisser un témoignage. Dans la forme, les variantes sont importantes. Le choix des journaux présentés, je vous l'ai dit, l'a été également en fonction de ces paramètres. Et je vais terminer en vous disant que je remercie tous les donateurs. Certains sont dans la salle, certains sont passés hier, d'autres n'ont pas pu venir. C'était un peu difficile pour eux de se présenter, enfin de venir nous rejoindre aujourd'hui. Mais pour tous les documents qu'ils nous confient et les histoires qu'ils partagent, leurs histoires qu'ils partagent avec nous, on essaye de faire au mieux pour les mettre en valeur, les valoriser, les conserver. On ne peut pas sortir les documents des réserves en permanence, mais ils sont là, ils sont tous accessibles. Et si vous souhaitez les lire, parce que là on les montre, mais on montre sur une page ouverte ou quelques-unes, mais si vous souhaitez lire les journaux, vous pouvez le faire en salle de lecture du mémorial qui est ouvert tous les jours. Voilà, donc j'aurais des tas de choses encore à vous dire, mais je vais laisser la parole. Et par avance, je vais vous prier vraiment de m'excuser, mais très sincèrement, parce que je vais devoir vous quitter sans doute à la fin de cette passionnante conférence. Mais si vous avez des questions, vous avez ma collaboratrice qui est là-haut dans la salle d'exposition et qui pourra tout à fait vous renseigner. Et puis évidemment, vous pouvez venir nous voir ou nous écrire au mémorial. On est là tous les jours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Karen. Je te redonnerai la parole tout à l'heure. Peut-être que, puisque M. Valmont est parmi nous, avant d'entrer dans le vif, non pas le vif, on est dans le vif, mais plutôt, j'avais envie de dire la tambouille des historiennes. Le travail des historiennes. Peut-être que vous pourriez, si vous voulez bien, commencer par d'abord par raconter à la fois l'histoire de ces journaux, mais aussi l'histoire de votre famille pendant la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé, quel a été leur parcours et voilà, quel est le lien que vous avez eu avec ces documents que vous avez fini par décider de remettre au mémorial de la Shoah. Je pense que parmi les choses qui sont très importantes pour nous, historiens et historiennes, qui travaillons sur ce genre de sources, c'est pas seulement le contenu ou l'apparence matérielle d'un journal, mais c'est aussi, je dirais, toute sa vie, non pas posthume, parce que d'une certaine manière, il continue à vivre, mais c'est toute la trajectoire qui l'amène jusqu'à nous. Voilà. Et donc, ce serait formidable si vous pouviez nous raconter un peu à la fois l'histoire de votre famille pendant la guerre et nous décrire un peu cette pratique familiale du journal à plusieurs qui est tout à fait étonnante. Écoutez, je vais essayer d'être aussi concis et scientifique que possible. Je n'ai pas vos qualités d'historien ou d'historienne, mais je vais quand même préciser un certain nombre de choses. Les carnets ont été écrits entre 1941 et 1944 par des gens qui étaient, comment dirais-je, les carnets représentaient la vue de l'histoire par une personne. Ça n'est pas un ensemble de personnes qui se projettent sur un produit, c'est une personne qui se projette sur l'ensemble d'une politique. Et bien évidemment, comment dirais-je, le résultat de cette façon de s'exprimer, c'est que dans une famille, les urgences, puisqu'on était en période d'urgence, les urgences étaient très différentes de celles qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on connaît la situation générale, on connaît aussi le détail qui a amené ces considérations générales, mais dans le point de vue d'une seule personne,
le spectre des pourquoi et des comment était trop large pour être bien perçu. Alors, pour confirmer ce que je vous dis, c'est que jusqu'en 1944, les personnes donc de religion juive n'ont pas perçu, au moins pour ce que j'en connais moi, n'ont pas perçu la forme d'assassinat qui leur était destinée. Il a été coutume de dire qu'on était déporté dans les pays de l'Est pour mettre en œuvre et pour mettre en chantier la vie dans ces pays de l'Est et les terres qui étaient disponibles, mais jamais, enfin en tout cas en ce qui concerne mes familles, je vous expliquerai peut-être un peu après, mais en ce qui concerne mes familles, jamais il n'a été compris, jamais il n'a été envisagé une telle sauvagerie. Jamais, 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 jamais. Et donc ça offre un éclairage un petit peu différent de celui auquel on est habitué quand ce sont des praticiens ou des théoriciens qui manient ce genre de paradoxe. Mais le paradoxe est effectivement, moi je suis né avant-guerre, j'ai 86 ans, je suis né juste avant la guerre. Effectivement, on n'a jamais pensé que nos vies étaient en danger. Alors quand je dis nos, je m'approprie peut-être quelque chose qui ne m'appartient pas. Je m'explique. J'ai mené à bien ce travail sur 4 ou 5 ans au moins. Ma femme peut en témoigner, parce que je l'ai trompée pendant au moins 4 ou 5 ans. J'ai mené ce travail pour que ceux qui nous suivent, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, puisqu'on en est là, puissent savoir ce à quoi on s'est heurté dans les années de la guerre. Alors, je ne voudrais pas me répéter. Oui. Peut-être vous pourriez présenter, je dirais, voilà. l'histoire, les protagonistes alors, de cette parlais aventure. d'une période un peu différente. Ma famille vient du sud de l'Allemagne. Dans les fins du 19e, elle s'est installée en France avec l'aide de la Fondation Rothschild, bien connue par tous ceux qui sont ici, qui a aidé à l'installation de tous les enfants. Et comme on était très nombreux, puisque à cette époque-là, ce qui représente les années 1870-1880, la famille avait 11 frères et sœurs. Donc les 11 frères et sœurs ont été installés par la Fondation Rothschild dans des métiers qui étaient à peu près autorisés à l'époque, c'est-à-dire les métiers d'art, les métiers d'argenterie, puisque les autres métiers étaient compliqués. Je vous renverrai à l'affaire Dreyfus si jamais vous avez besoin de références. Donc, la Fondation Rothschild a payé 11 boutiques. Les 11 ont très bien marché. Ils ont largement remboursé, re-remboursé, re-remboursé la Fondation Rothschild. Et donc, toute ma famille était dans les métiers d'art, les tableaux, l'argenterie, les bijoux, tout ce qui, comment dirais-je, fait appel à des techniques assez particulières et qui n'étaient pas forcément enseignées dans les écoles de la République d'alors. Et donc, on cherchait toujours quel était le bon lieu, le bon endroit pour rebondir. Cette famille, qui était donc très nombreuse, dans les années 30, a très bien marché. Les affaires étaient brillantes. Je bafouille un peu, mais je n'ai pas l'habitude de parler en public. Les affaires donc étaient brillantes et les enfants ont tous fait des études assez poussées, jusqu'à Polytechnique pour certains, ce qui était compliqué. D'être juif à Polytechnique, c'était très très difficile. Dans les années qui ont précédé ou immédiatement précédé la guerre,
il était de coutume dans les familles juives pratiquant ce genre d'activité de garder la fortune en liquide. Alors en liquide, ce n'est pas des billets de 50 ou de 100, c'était des pierres précieuses, des lingots d'or, des choses facilement transportables, parce qu'on avait toujours la peur, et on le ressent dans les journaux, ils avaient toujours la peur de se faire voler. D'ailleurs, une partie de ma famille, parce qu'un tiers de ma famille a été, plus d'un tiers, plus de la moitié de ma famille a été déportée, ils ont été souvent déportés sur dénonciation anonyme, puisque le dénonciateur avait le droit de s'approprier les biens du dénoncé. Alors, donc, les gens transportaient leur capital, si j'ose dire, en or, en bijoux, en montres, en que sais-je, en toile de maître quelquefois, roulée, ou on allait ouvrir des comptes à Genève, c'était la tradition. C'était la tradition. Et on s'en est bien porté parce que c'est grâce à cette tradition, qui n'est pourtant pas forcément la plus républicaine, c'est grâce à à cette disposition que nos familles ont pu survivre pendant la guerre. En ce qui concerne mes propres parents, ils sont partis en 40 comme beaucoup de gens. On a traversé la ligne de démarcation, on est descendu dans le Midi, et là, c'était le chat et la souris. C'est-à-dire que on était installé dans un hôtel, par exemple, on était dénoncé. Alors, on avait nos services de renseignement, et donc on nous annonçait qu'on allait être arrêté, donc on changeait d'hôtel ou on changeait de ville, mais c'était toujours dans le Midi. Et on n'a pu vivre que grâce à le stock de liquidités dont nous disposions. Voilà pour le cadre très général. Et alors, donc, peut-être, donc, on peut peut-être maintenant parler des journaux. Donc, ce sont des carnets qui sont tenus à la fois par donc, votre père, votre mère, votre grand-mère. Peut-être vous pouvez, puisque vous les connaissez très bien, peut-être les décrire un peu au public qui est là. Donc, mon père a été mobilisé en 1939 comme tous les Français. Il a été fait prisonnier comme une grande partie des Français. Et ma mère a été volée à la préfecture de Nice des papiers comme quoi il était brancardier, mon père, et qu'il fallait le rapatrier pour travailler à la santé du peuple de France. Il a donc rejoint la France en 1942, et ma mère dans le Midi. Et en 1943, il est parti en Espagne avec son beau-frère, c'est-à-dire mon oncle, avec quelqu'un que vous connaissez tous, sans doute, Pierre Dac, vous connaissez tous, et ils ont passé les Pyrénées à pied, en sachant qu'ils allaient se faire arrêter par la milice franquiste dans les Pyrénées, qui seraient mis en prison et au bout de quelques mois relâchés au Portugal pour rejoindre qui De Gaulle en Angleterre, qui Leclerc en Moyen-Orient. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traversé les Pyrénées, ils se sont fait arrêter. Mais là, je reviens au tout petit carnet que vous avez. Voilà, il n'avait pas de papier. Donc, pas de papier. Il avait un crayon qui était grand comme ça. Et il a écrit son carnet tous les jours en minuscules. Alors, c'est vraiment en toutes petites lettres pendant 1 an là-dessus. Je pense qu'un jour, vous pourrez voir comment ça se passe. Mais c'est le besoin de laisser un témoignage. Et je pense que c'est une particularité de Juifs, c'est qu'ayant beaucoup subi, on prévient les autres pour qu'ils ne subissent pas à leur tour. Et donc, on écrit ce qui nous est arrivé. C'est l'information. Voilà, c'est comme ça que je l'ai senti. Et donc, mon père, au bout d'1 an, un peu plus d'1 an, est expulsé au Portugal, va rejoindre Leclerc, finira avec la division Leclerc en France et prendra l'Allemagne. Et ma mère est restée dans le Midi
Alors, nous y étions avec mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle. Mon grand-père est mort en 1941, faute de soins à Nice, parce qu'il n'y avait plus rien. Il était enterré à Nice. Et ma grand-mère a vécu jusque dans les années 60. Très bien. Enfin, très bien. Sans ceux qu'elle aimait le plus, bien sûr, mais très bien quand même. Voilà le cadre général. Donc, vous déposez le journal de votre grand-mère. Donc, je retrouve, quand mes parents sont morts, un carton avec des bouquins dedans. Chef d'entreprise, bossait 24 heures par demi-journée. Je n'ai pas été voir trop ce qu'il y avait dedans. Et puis, 20 ans ou 30 ans après, je ressors ça et je vois les carnets. Je me dis, mais non d'une pipe. J'ai 70, 75 ans. Je ne vais pas laisser toute cette expérience, tout comment dirais-je, cet historique, entre guillemets, partir à l'abandon. Je vais essayer de reprendre l'intégralité de ces papiers, de les remettre en ordre, en sachant que c'est très compliqué parce que pendant la guerre, la plupart des familles juives, et ça, ce n'est pas que de chez moi, ont codé les noms. Pourquoi coder? Parce que si on met Lévy, on est attrapé. Si on met Dupont, on n'est pas attrapé. Donc tout est codé. Alors il a fallu tout décoder. Et décoder avec une encre qui s'efface, avec des crayons à papier dont la mine manquait de plomb, parce qu'il n'y avait pas de plomb. Donc au bout de quelques mois ou quelques années, était effacé. Donc j'essayais de remettre tout ça en ordre. Et je l'ai très volontiers et très, très heureusement légué à la Shoah parce que c'est vraiment un témoignage d'un point de vue sur une masse d'opérations, mais c'est un témoignage quand même direct, intéressant. Alors ma mère a été malade, ma grand-mère a pris son crayon et a continué d'écrire. Puis ma grand-mère est devenue malade, une tante, parce qu'ils étaient très nombreux, une tante est venue écrire aussi. Et puis ma grand-mère a repris, puis ma mère a repris, mais ça a duré jusqu'en juin 1944, si je ne m'abuse. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que on a justement l'idée que le journal intime, c'est la chose la plus fermée qui soit, mon journal, mon cher journal. Et là, on est face à une pratique collective, en fait, Ouais, familiale. ouais, ouais. Et donc, moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez, mais peut-être vous ne savez pas, mais c'est une question qu'on se pose toujours. Bien sûr. Est-ce que vous savez si avant-guerre, il y avait déjà dans cette famille une habitude? Parce que ce qui est très étonnant quand on les voit, c'est ces journaux Valmont, puisque c'est le nom qui a été pris par la famille, c'est que votre grand-mère, par exemple, elle note tout ce qui se passe, elle entend les nouvelles, elle, elle est extrêmement précise dans le relevé des informations. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui commence vraiment avec le début de la guerre, ou est-ce qu'au fond, il y avait une sorte de savoir-faire, parce qu'on a presque envie de dire ça, préalable? Non, il n'y avait aucun savoir-faire préalable. Je pense que dans leur intime, ils ont, j'allais dire ces gens, c'est pas ces gens sur un plan négatif, ces gens, c'est-à-dire ces personnalités, ont eu envie de laisser un témoignage derrière eux. Mais tout n'est pas témoigné. Par exemple, en 1943, on a été dénoncé par une personne qu'on connaît d'ailleurs, qui a été punie après-guerre. Et là, il y a eu une rafle dans l'hôtel où nous étions, et la jeune femme qui s'occupait de nous, parce qu'on était plusieurs familles, donc on était nombreux, on était 7 ou 8 enfants, nous a cachés à Nice dans sa chambre. C'est une chambre de bonne au 5e étage, enfin je dis chambre de bonne, ça n'a rien de négatif, mais ça s'appelait comme ça. Et on est resté 48 heures sans bouger. Et on a échappé à la rafle. Mais je n'ai jamais retrouvé dans les journaux de ma mère ou de ma grand-mère la narration réelle
la peur, le soulagement, tout ça a été oblitéré, a été effacé. Ne reste que des choses, comme vous dites, intimes, c'est-à-dire les relations entre mon père et ma mère, le manque de relations, la douleur, etc. Et puis, ce qui se passait au niveau général, une sorte de hiatus, une sorte de fossé. Et on a effectivement, moi j'ai eu beaucoup de mal à recadrer le journal que je n'ai pas interprété. Hein. J'ai repris les mots à mot, vraiment du mot à mot, avec les événements généraux qui se passaient. C'était vraiment un petit lot, comme ça, au milieu d'une grosse tempête. Et comment ils sont sortis de leur coque de noix. Voilà, mais pour moi, c'est ça. Alors, pendant que Karen est encore là, peut-être on peut parler. Quand est-ce que vous avez remis le journal et comment est-ce que vous on souvenez est comment ça on s'est est quoi, en passé 25. C'était aux environs 2015. Il Il y a une dizaine d'années. Moins vieux que ça. Voilà, dans les années 17, 18 peut-être. Alors, Il y a la date, là où je l'ai noté. Peut-être c'est l'occasion, Karen, comment le travail se fait justement dans ce genre de situation. Alors, quand il y a une juste famille dire qui vient... que quand on tombe sur un truc comme ça, on a un peu les bras ballants. On ne sait pas comment on va arriver à remettre ça en ordre. Il a fallu que je cogite, c'était difficile vu mon niveau, une trame, quelque chose qui me permette d'aller de l'avant. Donc j'ai commencé par faire ce qui était le plus compliqué, c'était l'arbre généalogique de la famille. Alors quand il y a 12 enfants sur une branche, vous imaginez la taille du tronc derrière. Et ce n'est qu'après ça, ça m'a demandé bien 1 an et demi ou 2 ans, 3 ans, que j'ai pu commencer à reprendre à écrire. Et alors c'est très compliqué parce que le journal de ma mère disait c'est tout gris, et le journal de mon père disait c'est tout bleu. Il faut réussir à comprendre pourquoi l'un voyait gris, l'autre voyait bleu, alors que les faits narrés étaient en réalité bleu et gris, non pas gris et bleu. Mais chacun le voyait de son propre cœur, avec sa propre intelligence. Et ça a été très compliqué. Donc après, j'ai travaillé à 3-4 heures par jour pendant 5 ans. Oui, ouais, elle m'en veut encore, oui, ma femme. Et puis quelquefois, on retrouve dans un texte qui a 3 ans de plus une référence à un jour 3 ans avant. Il faut revenir pour revérifier. C'est un boulot de dingue. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas si nombreux à avoir fait cet énorme travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement les bras ballants devant l'ampleur de la tâche à réaliser. Oui, donc, encore une fois, merci et félicitations. Non, il n'y a pas de merci. Le merci, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas. Alors, c'est une partie, non pas du problème, mais de la solution en l'occurrence. Voilà. Donc, Monsieur Valmont effectivement est venu nous voir. Il a rencontré alors Marie justement qui est en salle d'exposition, qui aura plaisir à vous saluer. Donc, Marie vous a reçu. Vous aviez décidé à ce moment-là de remettre les cahiers. Donc, elle a passé un moment. C'est ce qu'on fait en général. C'est le process normal, c'est-à-dire que vous venez sur rendez-vous ou par hasard parfois, et puis vous nous dites j'ai des documents, et donc on va fixer un rendez-vous, s'asseoir à vos côtés, et avec les documents devant nous qu'on va regarder ensemble, on va discuter. Je préfère ça à vous interroger parce que c'est pas très élégant. Et on va vous poser des questions. Alors ça, c'est ce qu'on fait maintenant, et c'est ce qu'on fait depuis 10, 15, 20 ans, vraiment de manière assez importante. C'est-à-dire on pose vraiment toutes les questions. Qui êtes-vous par rapport aux auteurs, par rapport aux documents, l'histoire de la famille, comme vous l'avez dit, et puis l'histoire du document. C'est vrai que ça, c'est le point, j'allais dire noir, mais enfin, qui est plutôt le point vide. Et ça, Sarah en parlera, je pense, tout à l'heure. On a beaucoup de documents. On ne sait pas le lien entre le donateur du document et le diariste. On ne sait pas comment les documents leur sont arrivés, leur sont parvenus. Parfois, on ne sait même pas qui nous l'a donné, et parfois, on ne sait même pas qui est l'auteur. Donc, il y a quelques enquêtes qui sont menées
avec succès parfois et parfois sans résultat possible. Mais c'est vraiment ces dernières années, on s'attache à prendre le temps, vous nous racontez l'histoire, on recontextualise, on note. Vous aviez fait en plus ce travail qui effectivement est inestimable, mais certains ne l'ont pas fait. Donc voilà. Plusieurs d'entre vous ici pourraient en témoigner, enfin dans les donateurs, qu'on pose beaucoup de questions et puis parfois on oublie de vous poser des questions, donc on vous rappelle 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après parfois. Là, tous les documents qui sont présentés, on a rappelé les donateurs pour leur dire les documents seront présentés dans l'exposition, si vous pouvez venir. D'ailleurs, il y avait Monsieur Fuchs hier qui était là, je ne le vois pas, qui lui aussi a une histoire extraordinaire sur la découverte des cahiers. Il les a retrouvés sous une pile de draps, les cahiers de sa grand-mère. Et il n'en avait jamais eu connaissance. Ils sont restés non plus sous la pile de draps, mais dans un tiroir pendant quelques années supplémentaires parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper à ce moment-là. Et au décès de sa mère, finalement, il les a repris. Et lui aussi, il a fait tout un travail de lecture, retranscription. Il a même publié un ouvrage. Et c'est très intéressant comme démarche. Mais voilà, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et notre travail, c'est vraiment d'essayer d'obtenir de vous, des donateurs, le plus d'informations possible sur l'histoire du document, sur son parcours et comment, effectivement, il a été sauvé, conservé jusqu'à nous. Voilà. Il y a des tas d'enquêtes qui sont menées. Et je dois dire que c'est un travail assez sympathique à faire, ce travail de détective privé. Oui, parce que la donation, enfin, la donation, c'est quand même un geste compliqué. Alors, parce que tu disais, moi, j'ai comme ça un journal. Nous avons, mes frères et moi, un journal qui était le journal de notre grand-mère qu'on n'a pas voulu déposer, qu'on a laissé scanner. Et j'en profite. C'est pas vraiment une anecdote, mais je pense que c'est caractéristique de la complexité. Et Mariette pourrait en parler aussi de la démarche. Il s'agit du journal que tient ma grand-mère au mois de juillet 1942, alors qu'elle est cachée avec ma mère qui est bébé rue Rambuteau. Son mari vient d'être déporté. Et donc, c'est un journal lettre, comme très souvent dans les journaux personnels. C'est un journal adressé à l'absent. Bon. Et c'était, pour ma mère, une pièce extrêmement douloureuse, évidemment. Elle ne voulait pas l'ouvrir, elle tournait autour, c'était précieusement gardé dans un tiroir, mais elle ne le sortait pas. Mais je savais que c'était là, et elle ne voulait pas le lire. Et elle m'a écrit, quand elle est malade, peu de temps avant de mourir, en me disant « Je ne veux pas que ce soit donné, je ne veux pas que ce soit déposé, ça n'a aucun intérêt. » Et donc, avec mes frères, on a dû prendre la décision d'outrepasser cet interdit, parce que, en ouvrant évidemment le journal de notre grand-mère, qui n'est pas ni plus ni moins intéressant historiquement que certains journaux, mais on voit ce que c'était qu'une femme cachée avec un bébé rue Rambuteau au mois de juillet 1942. Elle sait qu'il y a la rue du Veldiv. Elle est à la fois désespérée, furieuse, bizarrement, enfin pas du tout bizarrement, contre son mari qui n'est pas là parce qu'elle est avec un bébé de 3 mois et qu'elle ne sait pas quoi faire avec. Donc, il y a énormément de matériaux comme ça, intimes, et on a dû prendre la décision d'outrepasser cet interdit. Voilà. Donc, souvent, je sais, voilà, quand on est dans ce genre de situation, il y a quelque chose d'un arrachement, et au fond, le fait de ne pas avoir donné encore l'original est une forme de manière de continuer à respecter l'interdit, même si on a un peu triché. Voilà, donc ça fait partie des... Mais alors vous, Gilles Valmont, c'est quand vous découvrez cette valise, vous saviez qu'il y avait des carnets ou personne vous en avait parlé? Enfin, qu'est-ce que vous en... C'est une complète découverte. Ah oui, c'est une complète découverte. Mes parents n'en ont jamais parlé. Pourtant, on était très proches avec mes parents. Ils n'en ont jamais parlé. Ils n'ont même jamais évoqué devant moi. Et c'est quand, lorsque mon père est décédé, il y a quand même 40 ans maintenant, que j'ai trouvé ce carton dans la cave avec d'autres trucs, certainement beaucoup moins intéressants. Et donc j'ai pris le carton, je l'ai mis dans la mienne de cave, où il était très bien.
jusqu'au jour où j'ai dit, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il y a là-dedans, c'est pas possible. Et puis, comme j'avais pris de l'âge, j'ai pris un peu de recul, j'ai décidé de le remettre d'aplomb, l'ensemble de ces journaux, et de les transférer au mémorial. Voilà. Heureusement. Alors, c'est aussi la question du temps que prennent les transmissions. Hein. C'est-à-dire que c'est une... Alors, je vais donner la parole à Sarah Grouchka, donc, qui a travaillé notamment sur les journaux Valmont et sur d'autres. J'en profite pour saluer une des étudiantes qui a participé à l'enquête sur les journaux Valmont, qui est dans l'ombre là-bas, Suzanne Roubert, qui a notamment beaucoup travaillé sur le journal de prisonnier de guerre de votre père. Et donc, merci Suzanne. C'était aussi quelque chose, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une expérience collective extraordinaire de nous avoir laissé faire ça avec des étudiants, de pouvoir travailler comme ça sur des sources complètement inédites, avec des étudiants en histoire, donc qui sont des apprentis chercheurs et qui rentrent comme ça directement en contact avec des sources personnelles. C'est une expérience extrêmement formatrice. Alors, Sarah Grouchka, donc, qui va parler maintenant, est donc chercheuse au Centre de recherche historique à l'École des hautes études en sciences sociales dans le cadre de... Au revoir Karen. Dans le cadre donc, de ce projet Holocaust Diaries, donc ce projet franco-allemand. Alors, Sarah a déjà une longue, quoique jeune historienne, une longue expérience avec les journaux personnels, puisque son premier travail, qui a été publié l'année dernière en partie, a porté, dans le cadre de sa thèse, sur un corpus de journaux personnels non moins terrible, mais tout à fait différent, qui est le corpus, enfin un corpus qu'elle a constitué elle-même d'ailleurs, des journaux du siège de Leningrad. Et elle a fait ce pari, et elle a fait une thèse tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là. Elle a fait ce pari qu'on pouvait écrire une histoire du siège de Leningrad à partir des journaux, d'une collection de journaux personnels qu'elle est allée chercher dans toutes sortes de fonds d'archives. Donc l'idée d'utiliser toutes ces voix, alors évidemment elle a utilisé aussi d'autres archives, parce que ça, on ne peut pas faire une histoire complète du siège de Leningrad en utilisant uniquement des journaux personnels, mais c'était vraiment l'idée que cette documentation pouvait permettre d'écrire une histoire chorale, d'une certaine manière, du siège de Leningrad. Ça a été publié en partie donc, dans son livre sur le siège de Leningrad chez Talandier, qui vient d'obtenir le prix des lycéens du livre d'histoire de Blois. Donc, bravo. Et donc, Sarah, tu as une longue expérience comme historienne du travail avec les journaux personnels. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'abord comment ça t'est venu, cette passion pour les journaux, et comment tu... Enfin, je dis ça, et comment tu as décidé d'engager ton travail d'historienne avec ce type de sources? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous, et il y aurait plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir après, sur ce qui a été dit avant. Donc pour répondre à ta question, Judith, en effet, donc moi je suis historienne de l'URSS et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale et du stalinisme. Et c'est un contexte où, vu la force de l'autoritarisme, de la censure, c'est très difficile de comprendre quelle a été l'expérience intime de ces années-là si on ne regarde pas les journaux qui ont été écrits. Et c'est pour ça que pendant des décennies, beaucoup de stéréotypes ont été véhiculés sur comment les soviétiques ont vécu le stalinisme et plus globalement toute l'ère soviétique. Et c'est seulement quand on a pu avoir accès à ces sources qu'on a pu affiner nos représentations et dépasser les idées reçues du type les soviétiques étaient complètement lobotomisés ou ils étaient complètement terrorisés, embrigadés ou que sais-je encore. Donc ça, c'était un peu le point de départ de mon intérêt pour les journaux intimes. Et en m'intéressant
au cas du siège de Leningrad, donc, qui est une des plus grandes catastrophes de la Seconde Guerre mondiale, qu'on connaît très très peu en France. C'est près d'1 million de morts de civils par la violence nazie. Je me suis rendu compte que ces journaux intimes permettaient vraiment de livrer un contrepoint à l'histoire officielle qui était encore véhiculée de nos jours sur le siège de Leningrad. On découvre vraiment une toute autre histoire que celle qu'on connaissait. Et pour moi, c'est très important d'écrire, de revisiter des histoires qu'on pense connaître déjà à partir de ces sources, parce que ce sont ces sources qui nous permettent de nous retrouver au plus près de ce que les contemporains de l'événement ont vécu, au jour le jour. Elles permettent vraiment de reconstituer leur univers mental, de retrouver leurs émois face à la tourmente, leurs perceptions intimes, leurs rêves, leurs espoirs, leurs angoisses, alors que ces personnes ne savent rien de l'issue de la guerre. Et maintenant, dans le contexte que j'étudie à présent, donc de la Shoah, alors que l'ampleur du génocide est encore inconnue. Donc c'est une perspective vraiment qu'a l'auteur qui est incomparable avec celle de celui qui est écrit dans une Europe qui a vaincu le nazisme, par exemple. Puisqu'on connaît beaucoup plus l'immense continent des témoignages rétrospectifs sur la Shoah. Mais la perspective est radicalement différente. Là, on pénètre dans le regard de celui qui ne sait rien de sa propre survie. Et donc ces sources, à mon sens, permettent vraiment de voyager dans le temps, de préserver le frémissement de l'histoire, avant aussi les reconstructions qui sont inévitablement opérées par la mémoire et aussi par le récit officiel, bien souvent. En plus, dans le cas... et en fait, voilà, c'est au moment où je faisais ces recherches sur les journaux du siège de Leningrad, où j'ai cherché des sources d'inspiration, puisque, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas vraiment d'outils pour approcher ces sources que sont les journaux personnels. L'intérêt des historiens pour ces sources est quand même relativement récent. Pendant très longtemps, elles faisaient l'objet de méfiance, voire de mépris de la part des historiens à cause de leur subjectivité et de ce qu'on considérait comme un manque de fiabilité. Et qui plus est dans le contexte de la Shoah, où pendant longtemps, comme vous le savez, c'est une histoire qui a été écrite principalement à partir des sources par en haut, hein, de l'administration de la Shoah. Et je me suis perdue dans le fil de ma pensée. Oui, c'est ça, qu'on n'avait pas d'outils. Voilà. On n'avait pas d'outils. Et donc, quand j'étudiais ces journaux intimes du siège de Leningrad, je me suis dit, il faut que j'aille trouver l'inspiration sur d'autres contextes où peut-être des outils ont été développés. Et donc, naturellement, je me suis penchée du côté de la Shoah. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'une telle analyse d'ampleur des journaux personnels de la Shoah n'existait pas. Et ne serait-ce qu'un inventaire des journaux intimes qui nous sont parvenus. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est vraiment inattendu et fortement regrettable. Il faut que quelqu'un le fasse. Et voilà, une fois que j'ai terminé ma thèse et que j'ai rencontré Marie Moutier-Bittan, qui, elle, est historienne de la Shoah, et ensuite Judith, on a décidé de mener ce projet à bien pour combler cette lacune. Alors, bon, quand même, il y a quand même des travaux. Hein. Il existe des livres qui s'appuient largement. Je pense notamment aux travaux de l'historienne américaine Alexandra Garbarini, Numbered Days, mais qui travaillent sur des corpus qui sont souvent des corpus limités. Alors, évidemment, il y a des problèmes de langue qui vont être des corpus écrits en polonais, écrits en yiddish à tel endroit pendant telle période. Mais c'est vrai qu'on manque d'une vision d'ensemble de ce qui est conservé. Et on
manque aussi, peut-être tu vas en reparler, enfin j'aimerais bien qu'on en reparle, d'une véritable méthodologie pour travailler avec ce genre de journaux. Parce que c'est facile, si je puis dire. Bon. Les historiens ont l'habitude d'aller chercher, de travailler avec ce qui est là, c'est-à-dire ce dont les journaux parlent. Mais comme l'a très bien dit Gilles Valmont tout à l'heure, une des caractéristiques des journaux personnels, c'est aussi tout ce qui n'est pas là, tout ce qu'on devine, tout ce qui est dit à demi-mot, les ellipses, qui peuvent être des ellipses temporelles. Pourquoi pendant 3 semaines un diariste s'arrête d'écrire, par exemple? Alors, comment on fait pour éclairer des silences? Et puis, comment on fait pour... Il y a dans les sources, enfin, les documents qui sont déposés au mémorial, ou ailleurs d'ailleurs, il y a des documents qui ne sont pas très bavards, si je puis dire. Alors, certains le sont, et d'autres, c'est difficile quand on est face à eux de se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apprend en réalité? Je vous donne un exemple. Un prisonnier de guerre avec son agenda. Il part en 1940 avec son agenda 1940. Et puis, il est emprisonné 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a toujours le même agenda. Une des choses que les prisonniers de guerre font souvent, c'est qu'ils vont réutiliser cet agenda 1940 pour faire l'agenda 1941, puis l'agenda 1942. Et puis bon, ils écrivent comme ça les dates. Et parfois, on n'a que ça. Ou alors, on a les mentions de colis, de lettres reçues. Mais vous voyez que ce sont des documents qui sont extrêmement peu bavards. Alors, qu'est-ce que l'historienne peut faire avec ce genre de choses? Et c'est là, je crois, et Sarah, peut-être tu peux tu peux nous en parler. Le grand intérêt est de travailler avec des collections, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir au tête-à-tête avec tel ou tel objet, qui parfois est extrêmement prenant, et il faut le dire aussi, extrêmement attachant. Hein. Quand on a lu voilà, le journal d'Inès, de Jacques, de Janine, il y a un attachement qui se crée avec les diaries. Le journal d'Hélène Baird, évidemment, il y a un attachement qui se crée avec l'auteur. Mais parfois, l'attachement est difficile à construire parce que, en fait, la présence de l'individu qui écrit s'exprime par des signes qui sont extrêmement ténus. Alors voilà, comment on fait comment on travaille? Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des degrés très variables de ce qu'on pourrait appeler l'intérêt historique des journaux intimes. Et il y en a qui sont une sorte d'accumulation d'événements extérieurs, de citations de presse. Et tout à l'heure, Karen disait que tous les journaux n'ont pas le même intérêt historique, mais je voudrais quand même insister sur un point qui est, parce que justement c'est souvent un frein à la transmission, au dépôt d'un journal dans les archives, pour les potentiels donateurs, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que le journal de leurs parents, leurs grands-parents, ne présente absolument aucun intérêt autre que pour le cercle restreint familial. Et ça arrive souvent qu'il y ait cette réflexion, et ils n'ont pas du tout conscience de la valeur historique de ces documents. Et donc je voudrais insister sur le fait que pour nous, historiennes, enfin en tout cas je parle en nos noms à toutes les trois, aucun journal n'est dénué d'intérêt historique. Tous permettent de reconstituer ce qu'a été l'expérience des persécutions. C'est tous ensemble qu'ils forment un palimpseste de destinées qui sont à la fois uniques et à la fois unies dans une catastrophe commune. Par rapport au silence, c'est intéressant parce que Gilles Valmont, vous insistez sur la dimension testimoniale des journaux de votre famille. Et en même temps, quand on lit les journaux de Jacques, de Janine, d'Inès, on ne peut absolument pas se rendre compte qu'ils sont concernés par la persécution des Juifs. On ne peut absolument pas deviner qu'ils sont juifs. C'est volontaire, évidemment. Donc il y a un silence total qui règne sur ces questions-là.
Et en effet, vous, grâce à votre décodage, on peut en fait comprendre que quand ils parlent des no-jantais, en fait, ils parlent des juifs. Quand ils disent un tel a changé d'air, ça veut dire qu'il a fui une rafle. Un tel est malade, c'est qu'il a été déporté. Il y a même un nom de code pour les Allemands. Mais c'est uniquement parce qu'on a vos clés à vous. Et donc, on a cette chance-là incroyable que vous nous ayez donné ces clés, que vous ayez passé toutes ces années pour cela. Mais ce n'est pas le cas de tous les journaux. Donc, à première vue, vous-même, vous le disiez quand on avait fait l'entretien, à première vue, il n'y a pas grand-chose, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans les journaux de votre famille. Il n'est pas question de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du sauvetage, de la délation, donc de tous ces moments extrêmement forts. On ne se rend absolument pas compte de toutes les épreuves qu'ont traversé votre mère, votre grand-mère, durant toutes ces années. Donc c'est à nous aussi, historiens, historiennes, de faire parler ces silences, de décoder et aussi de comprendre pourquoi ils n'en parlaient pas. Là, dans le cas de votre famille, ça relève clairement d'une stratégie de dissimulation, de camouflage, c'est-à-dire qu'ils se servent de leurs journaux pour prétendre être ce qu'ils ne sont pas, en l'occurrence qu'ils ne sont pas des juifs. Et on retrouve d'ailleurs ces stratégies de simulation dans les journaux du régime stalinien, où des soviétiques vont se servir de leur journal pour faire comme s'ils étaient de fidèles communistes, qu'ils adhèrent à toute la ligne générale, pour, en cas d'arrestation, de perquisition, brandir leur journal en guise de preuve. Ce qui ne les sauvera pas, en général, d'ailleurs, de l'exécution. Mais ça, c'est une autre question. Alors peut-être maintenant, on va étendre un peu à ce projet sur voilà, à la fois d'inventaire et de description. Voilà, comment est-ce que tu conçois généralement le cadre du projet, et comment, par exemple, les journaux Valmont viennent s'insérer en fait dans l'économie générale d'un travail qui est appelé à porter, et vous voyez que c'est très compliqué, appelé à porter sur des centaines de journaux qui sont tous extrêmement différents les uns des autres. Donc, bon, c'est un problème qu'on a en histoire toujours, c'est-à-dire que chaque source est singulière, chaque source doit être décrite dans sa singularité, et en même temps, pour pouvoir dire quelque chose de général, pour pouvoir monter en généralité, comme on dit, il faut pouvoir construire des cadres qui permettent, disons, non pas de comparer, parfois si, de comparer, mais d'agréger un certain nombre d'informations à propos des journaux. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire travailler en série, si je puis dire, sur des documents qui sont les documents les plus singuliers qui soient? C'est vraiment ce travail en série, comme tu dis, qui permet de venir éclairer les journaux. Les journaux s'éclairent les uns les autres. Si on travaillait que sur un texte ou un petit corpus, évidemment, on aurait une idée trop partielle. Mais en même temps, je pense qu'il faut se garder de l'idée de la représentativité, parce que, évidemment, tout le monde n'a pas écrit des journaux. Et si on reprend un peu l'idée de Primo Levi, peut-être que ceux qui ont vraiment touché au plus près la Shoah, ce n'est pas ceux qui ont écrit. Et on a plusieurs catégories sociales qui n'apparaissent pas dans nos auteurs de journaux. Donc il faut avoir ça aussi en tête. Oui, c'est d'ailleurs un des reproches qui a été... Parce que les historiens, comme tu le disais, pendant des décennies, ont été assez méfiants avec ce genre de sources. Alors, une des raisons, outre évidemment le caractère, disons, de point de vue partiel, par définition, un individu, et vous l'avez bien dit, Monsieur Valmont, ne peut parler que de ce qu'il voit, que de ce qu'il comprend. Mais nous, ça nous intéresse d'ailleurs de savoir ce qu'il comprend et aussi ce qu'il ne comprend pas. Mais pendant des décennies, les historiens ne sont pas tellement posés cette question-là. Et un des reproches, notamment, si on peut dire, que Raoul Hilberg, donc le grand historien de la destruction des Juifs d'Europe, adresse dans ses articles les plus méthodologiques à ce type de sources, parfois, il l'adresse à la fois aux mémoires et parfois aux journaux,
c'est le fait que ce ne sont que des histoires de survie. Alors, pour les journaux personnels, ce n'est pas toujours le cas, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des journaux qui sont des journaux qui ont survécu à leurs auteurs. Donc, ce ne sont pas que des histoires de survie. Mais très souvent, évidemment, le journal s'arrête avant que l'individu, je dirais, n'entre dans l'abîme. Le journal d'Hélène Baird, il s'arrête au moment de son arrestation. Après, on ne sait plus ce qui se passe. Enfin, on sait des choses parce que Mariette a cherché à savoir des choses, mais son écriture, elle s'arrête au moment où elle est arrêtée. Donc, il y a en effet quelque chose qui est en retrait par rapport au cœur le cœur le plus sombre de la Shoah. Mais donc il y a cette méfiance, et en même temps, si on s'intéresse aujourd'hui tellement à ces journaux, c'est aussi parce qu'ils nous permettent de toucher une expérience que nous connaissons par ailleurs, qui est documentée par ailleurs, mais qui nous permettent de comprendre ce que les individus savaient et ne savaient pas, comprenaient et ne comprenaient pas, ou, pour dire les choses de manière encore plus compliquée, ce qu'ils comprenaient de ce qu'ils savaient, ou ce qu'ils ne comprenaient pas de ce qu'ils savaient. Parce que il y a parfois des passages tout à fait étonnants dans les journaux personnels, où on comprend que celui qui écrit sait des choses, a entendu parler de quelque chose qui se passe à l'Est, d'histoire de train, mais il ne sait pas quoi faire de ce savoir. Et donc, c'est aussi ça qui nous intéresse, je crois, dans le travail des historiens, c'est de comprendre comment un individu fait avec ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et on peut écrire comme ça, enfin, je crois que c'est un des enjeux de ce travail, une sorte d'histoire des savoirs, en fait, des savoirs et des ignorances sur la Shoah. C'est une très belle phrase de Saül Friedlander dans son livre sur l'extermination des Juifs d'Europe, à propos des journaux personnels, Friedlander est un des premiers historiens à avoir systématiquement eu recours à ce genre de sources, et il dit, je cite de mémoire donc très mal, « Seules ces sources nous donnent accès à la lucidité et à la cécité des individus qui sont confrontés à ces expériences. » Et il s'agit bien de travailler sur la lucidité et sur la cécité. Et donc, tous ces documents qui peuvent paraître inintéressants, en particulier aux descendants qui se trouvent face à ces documents, se disent, bon, voilà, ça a été tenu en 1941 par mon arrière-grand-mère, mais en fait, elle ne dit pas grand-chose. En réalité, tout est intéressant, y compris quand il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc c'est une... Alors, il y a aussi un aspect du travail qui est important, je crois, et le petit carnet est parti, mais on peut en parler, c'est que un journal, c'est pas seulement un texte, c'est pas seulement un contenu avec des mots, des lettres, c'est un objet. D'abord, c'est cet objet qui est un morceau, je dirais, matériel de cette histoire. C'est la trace même. Donc, ils ont ce caractère d'être précieux, tout simplement, parce que c'est un morceau de cette réalité passée. Avant même d'être une trace, d'une certaine manière, par les mots, c'est une trace dans la matérialité. Alors, peut-être on peut commenter là-dessus l'importance que tu donnes dans ton travail à la description matérielle des objets. Oui, parce que la matérialité est aussi un témoignage en soi des conditions dans lesquelles les auteurs écrivaient. Souvent, on voit la pénurie de papier dont vous parliez, qui fait qu'on va écrire de plus en plus petit, on va utiliser les marges, on va détourner d'autres supports, comme des feuilles d'ordonnance, des répertoires, des livres. On sait qu'on a retrouvé aussi des écrits de la Shoah sur des sacs de ciment, des paquets de cigarettes. Donc la matérialité est un témoignage en soi. C'est pour ça que dans notre projet, on a vraiment à cœur de se déplacer dans les centres d'archives, de toucher ces objets, parce qu'ils nous disent aussi quelque chose de cette expérience. Et voilà, l'idée est aussi d'arriver à trouver des descriptions, de pouvoir, dans la description, rendre compte de cette matérialité de l'écrit, de
voilà, donc on va compter le nombre de journaux qui sont écrits à la plume, ceux qui vont être écrits au crayon. On va essayer de s'intéresser systématiquement au format, à la qualité du papier, vraiment pour arriver à une connaissance très précise de ces objets en tant que tels. Et puis, il y a un intérêt aussi, et après peut-être on va ouvrir la parole pour la faire circuler, à l'histoire même de ces journaux, puisque en fait, la survie ou la conservation de chacun de ces journaux est une histoire de la Shoah aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ont fait les individus, les familles, pendant la guerre, après la guerre. Alors, le journal d'Ellenberg, peut-être Mariette, tu nous en parleras, mais c'est un journal qui a été gardé par la famille pendant des décennies, pas vraiment lu ou un peu lu, mais et c'est vrai que rétrospectivement, il y a quelque chose de complètement vertigineux en réalité quand on ouvre ce texte, de se dire que ça n'était pas lu. Mais ça fait partie de l'histoire de chacun de ces journaux. Même la temporalité que vous décrivez, Gilles Valmont, c'est-à-dire qui est souvent liée d'ailleurs au passage des générations. La mort de la génération qui a vécu la guerre comme adulte, les enfants qui le reçoivent au moment, qui sont dans leur vie active et qui donc n'ont pas le temps de se pencher sur, ou pas forcément tout de suite l'intérêt de se pencher sur ces documents. Et puis, le temps passant, se disant quand même, je devrais peut-être aller regarder, et puis ça trotte dans la tête, et puis on y va. Et tout ça fait partie aussi de l'histoire de la mémoire de la Shoah, puisque l'intérêt que vous le racontez d'un point de vue individuel, mais on pourrait aussi replacer votre propre expérience dans l'expérience collective des mutations de la mémoire de la Shoah, qui fait qu'à partir des années 70, 80, 90, les regards aussi sur la Shoah a changé, et donc le regard sur les documents a changé lui-même. Donc c'est aussi une histoire collective de la mémoire de la Shoah qu'on peut écrire avec ces trajectoires de journaux. Tout à fait, oui. La question de la trajectoire des journaux, c'est un aspect qui m'intéresse tout particulièrement parce que, comme tu dis, ça dit quelque chose aussi du rapport des générations à l'histoire de la Shoah. Et par exemple, j'essaie de retracer le moment où le dépôt a été fait. Est-ce que ça correspond à quelle actualité ça peut correspondre? Par exemple, c'est parfois au moment où Klarsfeld constitue fils et filles de déportés ou au moment de la montée du négationnisme. Et en fait, je dirais qu'il y a vraiment une temporalité propre à la transmission qui est au moins triple. C'est la temporalité déjà de la découverte des journaux, parce que, comme dans le cas de Gilles Valmont, j'ai d'autres situations où en fait les enfants n'ont jamais entendu parler de l'existence des journaux de leurs parents. Et c'est qu'au seuil de leur mort que les parents dévoilent l'existence de ces journaux, ou bien après leur mort. Donc il y a la temporalité de la découverte, ensuite il y a celle du temps qu'il faut pour se mettre à lire ces journaux, avec la part émotionnelle que ça comprend, et la disponibilité mentale aussi. Et enfin, le temps qu'il faut pour faire le geste du dépôt. Et ça pose aussi plusieurs questions. Il y a des questions éthiques, puisque parfois dans les journaux, il y a des passages assez intimes, notamment de querelles dans le couple ou des choses comme ça. Donc il peut y avoir certaines réticences à dévoiler cela. Il y a aussi le fait de se séparer d'un objet qui est parfois le dernier objet qui relie à la personne décédée. Et je me rappelle d'une donatrice qui me disait à quel point, pour elle se faisait violence. Pour elle, elle savait que c'était le bon geste à faire, mais c'était pour elle extrêmement douloureux. Et donc, c'est intéressant de voir quelles sont ces motivations qui poussent malgré tout les personnes à transmettre, à déposer. Et je pense qu'on peut en identifier au moins trois. Il y a celle, évidemment, de la conservation. La conservation d'un document familial dont on sait qu'il risque, sinon, d'être perdu, quand on doute parfois de la conscience
que peuvent avoir les générations futures, en tout cas ses propres descendants, la conscience de l'importance de ces documents. Il y en a une, par exemple, qui dit explicitement aujourd'hui, je donne mes journaux, les journaux de ma mère au mémorial parce que sinon j'ai peur qu'ils finissent à la poubelle. C'est quelqu'un qui a des enfants, des petits-enfants, mais voilà. Il y a aussi, dans le cas, je pense, dans votre cas, Gilles Valmont, cette notion de devoir. C'est comme ça que vous l'aviez exprimé lors de l'entretien, de devoir familial. C'est-à-dire pour vous, vous vous sentez, si je reprends vos termes, redevable envers vos enfants, vos petits-enfants, de cette histoire que vous conservez et que si vous ne l'aviez pas fait, un chaînon aurait été manquant et l'histoire aurait été rompue, en quelque sorte. Et que vous avez senti avoir fait votre devoir à ce moment-là. Quand vous aurez fini, j'ajouterai un petit quelque chose. Je vous en prie, allez-y. Je voulais dire qu'il y a quelque chose dont on n'a pas tenu compte jusqu'à présent, c'est l'attitude des gens dans les années 45-50. Ils ont vécu des horreurs sans le savoir pendant ces 6 ans. Et à partir de 45, quand les gens sont revenus des camps, là, ils ont touché du doigt l'horreur vraiment absolue. Et donc, comme réflexe, ils ont dit, on va oublier quelque part cette période, on ne la connaît pas, on va l'oublier, on n'en veut pas. Nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants peut-être regarderont, mais nous, après ce qu'on a vécu, on ne veut pas en parler. Et donc, ça illustre un peu la mise en cave des journaux qui retraçaient les aventures de l'époque. Et je pense que c'était un sentiment assez fort. Enfin, moi, je l'ai ressenti, en tout cas, quand j'étais ado, assez fort. On ne parlait pas de la guerre parce que c'était trop horrible pour en parler. Oui, et donc juste pour finir sur une autre raison que j'ai pu identifier pour les dépôts, il y a une dimension presque pédagogique. Je me souviens d'une qui dit explicitement qu'elle dépose le journal de son père pour que ses souffrances n'aient pas été vaines. Voilà. Donc, dans l'idée que ça ne se reproduise plus. Il y a aussi cette phrase, évidemment, qui revient très souvent. Oui, c'est aussi pour ça que dans le travail collectif qu'on peut faire sur ces journaux, il y a aussi un souci de les publiciser d'une certaine manière, alors même que tous ne sont pas publiables au sens où on peut en faire un livre qui va contenter un éditeur qui chercherait la nouvelle Anne Frank ou la nouvelle Hélène Baird. Mais il y a... voilà, c'est aussi une manière de les rendre accessibles, d'en parler, aussi pour que les professeurs puissent s'en emparer, et puis les jeunes chercheurs, voilà, qui puissent y accéder. D'où aussi ce travail d'inventaire qui est fait de manière à pouvoir rendre accessible facilement, en tout cas des informations. Et pour ceux qui le souhaitent aussi, des versions numérisées de tous ces documents. Je crois que ça fait vraiment partie de la publicisation, a un rôle extrêmement important, même quand il n'y a pas de publication, on va dire. Voilà. Oui, et c'est aussi une manière de faire sortir de l'oubli ces centaines et ces centaines de destinées, parce que bien souvent, il ne reste aucune trace de ces personnes, autre que les quelques lignes qu'ils ont griffonnées sur un carnet, d'autant plus quand ce sont des histoires qu'ils n'ont jamais transmises, jamais racontées à leurs enfants, leurs petits-enfants, et donc qui n'existent que dans ces journaux. Alors c'est vrai que nous, comme historiennes, on fait un travail autour de... Enfin, on essaye, en tout cas, autour de chacun de ces journaux, on essaye de densifier au maximum tout ce qu'on peut savoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses bases de données qui permettent d'accéder. Alors on ne saura pas tout évidemment des individus, mais on saura des choses, et donc de créer aussi autour de chacun de ces journaux des petits massifs documentaires qui permettent de recouper aussi des traces qui peuvent être laissées ailleurs. C'est d'ailleurs, alors ça fait partie du travail de détective dont parlait Karen tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est toujours très
très touchant d'être face à un journal au départ sur lequel on sait presque rien. Et puis, à force de chercher entre les archives de l'état civil, d'autres archives, des archives de généalogique, ou simplement on va trouver les noms de la personne sur un bateau qui arrive à New York ou au Mexique en 1943, 44. Alors on se dit, ah ben voilà. Et puis tout d'un coup, on a un petit... Là, c'est une histoire de survie, mais on a un petit chaînon biographique qui se construit. Et puis, on raccroche le frère, on raccroche la sœur, on raccroche... Alors, toutes ces histoires sont toutes intéressantes et ça participe évidemment de la sauvegarde, enfin là pour le coup, du sauvetage, j'ai envie de dire, de vies qui ont laissé des traces infimes et qui aussi, je crois, au cœur de notre travail d'historien. C'est pas juste il y a quelque chose qui est de l'ordre du sauvetage. Oui, il y a vraiment une dimension d'enquête, comme vous le dites, parce que parfois on a des documents sur lesquels on ne sait absolument rien, voire, comme disait Karen tout à l'heure, on ne connaît même pas l'identité de l'auteur, ou celui qui l'a déposé écrit « Journal de ma sœur », donc bon, c'est très vague. Et c'est que récemment qu'il y a tout un protocole de formulaires, de questionnaires, et que maintenant, plus d'informations sont recueillies, mais dans toutes les premières décennies de l'existence du centre de documentation juive, il n'y avait pas ce protocole-là. Et je me souviens par exemple d'un journal que j'ai lu la semaine dernière, où donc c'est le journal d'André Lévy. Donc vous imaginez une recherche sur André Lévy, il y a des dizaines et des dizaines de noms qui ressortent, et je ne sais absolument rien d'autre que son prénom et son nom. Et donc je ne peux pas connaître voilà, son destin. Et finalement, donc, il faut partir en quête d'indices. Et finalement, dans son journal, je finis par repérer quand même une adresse. Voilà, il parle de la rue Colincourt. Donc au moins, ça m'a permis ensuite, dans les listes de déportation, il y a donc les adresses. Et là, ça m'a permis de repérer parmi tous les André Lévy qu'il y avait une rue Colincourt. À partir de là, pouvoir retrouver dans une autre liste sa date de naissance et ainsi de suite, et finalement identifier le bon André Lévy. Merci beaucoup à tous les deux et merci à tous.